Hello Sébastien, Bonjour Guillaume. on se retrouve quoi, à peu près un mois et demi, 2 mois Ouais, depuis notre dernier échange où on avait parlé un petit peu de la Chine, de l'IA, des semi-conducteurs, de SpaceX. SpaceX qui a bien dévié, Depuis hein. SpaceX, je crois, est en baisse de 20% à peu près. Ouais, ils ont perdu Euh, un les, milliard, je crois, en tout. ouais, les semi-conducteurs en baisse également d'une vingtaine de pourcents depuis notre dernier échange. Donc on va pouvoir continuer de développer un petit peu là-dessus, sur les semi-conducteurs, sur l'IA. Que ce soit l'IA en tant que qui devient un peu une commodité avec l'arrivée de ces nouveaux modèles, mais également de l'IA, de quelle utilisation concrète on peut en faire tant qu'investisseur, comment est-ce qu'on l'utilise tous les deux et quasiment au quotidien pour analyser des boîtes, pour trouver des pépites. Je pense que ça va être intéressant de partager des choses là-dessus, parler aussi un petit peu de l'or et de l'argent Ouais. qui reviennent de plus en plus, étant donné que je crois que l'or a un peu baissé par rapport au plus haut qu'on avait. Donc ça revient, ça redevient, est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'or et de profiter de la baisse ou ça va continuer de baisser jusqu'on ne sait où. Donc on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. J'espère que tu es en forme. Je suis en forme et prêt à attaquer, on va dire, tous ces sujets parce que je pense qu'on n'a pas la même pensée que le marché, en général. Ouais, je pense qu'il y a des pensées un petit peu différentes, surtout sur tout ce qui tourne autour de l'IA. Ouais, Parce que là, on commence à avoir des cycles historiques qui reviennent encore une fois. Donc ça peut être intéressant, malgré le fait que j'entends beaucoup de personnes dire sur Internet que l'IA n'est pas une bulle, étant donné que les profits augmentent, que les marges augmentent. Mais ça fait peur, hein. Il suffit qu'il y a eu un modèle qui est sorti pour faire chuter les semi-conducteurs. Je ne sais pas c'est comment ça. toi tu te positionnes sur les semi-conducteurs, si tu es positionné dessus ou pas. Mais Alors en fait, toujours un marché que j'ai pris avec beaucoup de pincettes, si je puis dire, et c'est quand même c'est assez large. Faut le prendre avec beaucoup de précaution. Pourquoi? C'est qu'on l'a vu c'est le vendredi dernier, je crois, tu me dis si je me trompe, mais il y a l'indice, c'est un indice de référence, je crois, qui a les plus grosses valeurs américaines. C'est le SOX. Je sais pas si tu le suis, mais il a énormément chuté à quasiment 6-7% si je dis pas de bêtises. Sur justement le secteur, secteur en général IA semi-conducteur. Et la dernière fois on en avait parlé, je crois que fin juin, il était à plus de 20% de performance. Et donc ça pris quand même une grosse claque, on l'a vu la semaine dernière surtout. Et comme tu l'as bien introduit, c'est le lancement d'un modèle d'IA, on va dire, chinois. Et j'en parlais pas mal parce qu'on en parlait la dernière fois, c'est quand même une zone que j'apprécie particulièrement. C'est Kimi, qui a été lancé par Moonshot, il me semble, Moonshot AI. Et pour comprendre, on va dire, pour voir pourquoi ça a eu un tel impact, faut comprendre son modèle, on va dire, open source. Et le modèle open source, tu me diras ce que tu en penses après, hein, donc c'est, on va dire, à poids ouvert, c'est plutôt un modèle en fait dont le code et les paramètres sont publics et gratuits, ce qui est quand même assez important. Et à l'inverse justement d'un modèle qu'on appelle propriétaire et qu'on peut utiliser qu'en payant justement l'entreprise, comme on peut voir avec toutes les formes d'intelligence artificielle. Et justement, ça a été un peu vu, tu vois, dans les salles de marché comme le nouveau DeepSeek, comme on l'avait connu en 2025, en janvier 2025 avec ChatGPT. Et ouais. cet autre modèle chinois a fait perdre notamment, et ça m'a fait sourire parce que j'ai regardé ça, j'avais vu passer, on estimait à 600 milliards de dollars de capitalisation pour Nvidia en une seule séance. Donc moi je trouvais ça assez drôle et ça remet un peu en cause, tu sais, tout ce qu'on voit sur la rentabilité ultime de l'IA, tu vois, sur ce que tu disais sur les marges, etc. Et pourquoi ce modèle chinois gratuit fait plonger tous ces fabricants de puces américains d'un côté ou d'un autre. C'est encore une fois un effet bien psychologique, mais ça remet surtout en cause l'ultime hégémonie et le monopole que tout le monde nous prenait il y a quelques mois de ça et surtout il y a quelques années de ça, particulièrement pour Nvidia. Je sais pas ce que toi t'en penses sur ça, mais en tout cas voilà ma vue. Ouais, mais il y a plusieurs choses déjà il y a des choses sur Nvidia et sur l'IA en plus général. La première chose qu'on peut voir avec Kimi, c'est qu'on a de plus en plus de modèles IA qui coûtent de moins en moins cher, il y a de plus en plus de concurrents. C'est-à-dire là Ouais, où il y a un an, c'était globalement Claude, ChatGPT, Gemini, et avec DeepSeek, mais DeepSeek ça a duré un mois et puis après tout le monde a un peu oublié. C'est que maintenant, on va dire IA plus ou moins sérieuse pour arriver à faire des connexions, des choses intéressantes, tu vas avoir Claude, Meta, Gemini de Google, tu vas avoir OpenAI, tu vas avoir DeepSeek, tu as Kimi, je crois que tu as encore 2 ou 3 autres modèles qui sont à Mistral, ouais, euh, tu as plein de modèles qui sont sérieux, certains open source, pas open source, et le fait que ce soit open source,
C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que ils ont toutes les restrictions ils n'ont pas accès aux meilleures puces en Chine pour pondre des modèles IA et que leur modèle Kimi qui est open source a des statistiques tout à fait convenables, quoi. C'est-à-dire c'est pas un modèle pourri, c'est vraiment un très 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 bon modèle. Et ils sont spécialisés surtout aussi dans les agents. Quand on voit qu'en ce moment tout ce qui fait monter l'IA et tout, c'est les agents IA, de faire plein d'agents IA avec l'arrivée d'Hermès, OpenClaw et tout, tu te rends compte que ceux qui utilisaient ce genre d'outils pour faire des agents IA, ça leur venait très cher quand tu étais connecté à Anthropic. Et là, avec un modèle open source, tu te retrouves à avoir quelque chose qui peut faire tes tâches du quotidien, qui n'a pas besoin d'une très très grosse force de calcul, quasiment gratuitement. Et d'un autre côté, si tu as besoin des grosses forces de calcul, Kimi n'est pas ridicule, donc quand quasiment gratuitement tu as un truc qui n'est pas ridicule, après bon, bien sûr, si tu veux le top du top du top, tu vas aller sur Anthropic très probablement. Mais pour faire ce que monsieur et madame tout le monde font tous les jours, et même ce que certaines petites entreprises vont faire au quotidien, tu peux quasiment tout faire gratuitement maintenant. Ou alors pour moins de 20 balles par mois. Ce qui, ça commence à faire penser un petit peu à toute cette histoire de l'IA devient une commodité et que l'IA n'est pas si précieuse que ça, que quasiment tout le monde maintenant est. J'ai envie de dire que tout le monde est capable de sortir son modèle d'IA, mais la concurrence est tellement rude que c'est une guerre de prix et qu'il n'y a plus trop. Qu'il n'y a pas une énorme rentabilité derrière. Il y a une belle rentabilité quand tu possèdes tout dessus, comme Google, Meta et tout, parce que eux, ils gagnent pas de l'argent avec Gemini. Google va pas gagner de l'argent avec Gemini, ils vont gagner de l'argent avec tout ce que l'IA permet d'améliorer dans le business de Google. Mais quand tu es une boîte comme OpenAI ou Anthropic où tout est basé sur ton IA et tes API, ça peut mettre un coup pas terrible, quoi. Et c'est un modèle de pénétration de marché surtout ultra intéressant qui sont en train de. Enfin, c'est un peu un cas d'école enfin, du moins au moins avec Kimi. Et comme tu le dis, s'ils vont aller chercher beaucoup plus de masse, on va dire, c'est-à-dire le commun des mortels et pas forcément les entreprises, c'est un modèle qui est excellent et ça peut remettre, du coup, tu sais, je t'avais parlé l'autre fois de la DTIA. La DTIA qui était quand même assez énorme, surtout pour les Magnificent Seven, avec le développement des CDS, donc les primes contre justement la faillite de ces dettes-là. En fait, on arrive à un moment où, je dis pas que ça va arriver, mais que si la plupart justement des gros se font manger du jour au lendemain, enfin, leur modèle de rentabilité par ce genre de nouvelle intelligence artificielle. Bon, je parle pas des plus grosses, mais les entreprises qui sont énormément endettées, comment elles vont arriver à rembourser ce type de dettes? Ces dettes qui sont extrêmes et surtout leurs modèles d'IA à l'heure actuelle ne sont pas les plus rentables. Il faudrait qu'on regarde, ça pourrait être intéressant, le ROIC justement, je ne sais pas s'il y a des études à ce sujet, le return sur les capitaux investis sur ce genre de modèle-là par rapport aux modèles chinois derrière qui eux ont un modèle purement de pénétration de marché et ça pourrait être effrayant, je pense, si on regardait des statistiques. Et moi du coup sur ce marché-là, m'exposer aux semi-conducteurs, je vais pas aller sur les noms les plus américains, on va dire, sur les noms les plus en vue, ceux-là même qui viennent justement de prendre l'essentiel du choc comme on l'a vu, tu vois, alors qu'on pouvait totalement se hedger à ça. Je vais aller chercher d'autres opportunités, par exemple en Chine, et même la chaîne de valeur, on va dire, des semi-conducteurs, c'est pas que la Silicon Valley et Taïwan, il y a tout un écosystème de sous-traitants quand on s'intéresse surtout en profondeur, d'équipementiers de niche, de fournisseurs, de matériaux, au Japon aussi par exemple, en Corée, même en Chine aussi beaucoup. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, ça peut redistribuer surtout les cartes vers ces zones-là dans les années à venir et ça, en fait, ça poursuit, on va dire, mon raisonnement et ma thèse principale sur les anomalies de marché, tu vois. Moyen d'analyse qui suivent une valeur ou une zone et plus il y a d'opportunités pour la suite, quoi. Ouais, et puis surtout qu'il y a plein de. Après, moi, je trouve que le piège dans lequel il ne faut pas tomber avec les semi-conducteurs et l'IA, c'est de vouloir s'y intéresser maintenant alors que Bien sûr. entre guillemets, tout le monde est en train de surinvestir là-dessus. Alors oui, on peut peut-être trouver la petite boîte semi-conducteur, le sous-traitant semi-conducteur, dont le cours de l'action n'a pas explosé, alors que tous les semi-conducteurs ont explosé. Mais ça semble risqué d'aller commencer là-dessus, sachant que les semi-conducteurs, c'est un secteur cyclique, en plein dans le cycle ultra haussier. On voit par exemple avec Nvidia aujourd'hui. Nvidia, il y a 3 ans, ils dominaient le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ils étaient les seuls à avoir ça. Aujourd'hui, tu as les 3 plus gros clients d'NVIDIA, donc Meta, Microsoft, enfin les 4 même, Amazon, Meta, Microsoft, Google, qui fabriquent leurs propres puces pour se délaisser un petit peu d'NVIDIA. Donc déjà, les 4 plus gros clients, je crois qu'à eux 4, ils représentent 20% des revenus d'NVIDIA. Donc tu as ça qui
commencent à mettre Nvidia un petit peu alors pas de côté directement parce qu'ils ont Challenge. besoin encore de beaucoup de choses, mais ils viennent se préparer à un potentiel sans Nvidia. Et ensuite, on a aussi la Chine qui arrive à pondre des modèles IA tout à fait convenables à faible coût avec des puces dépassées, Ouais, bien avec sûr. des puces pas au point qui sont dépassées. Donc la grande question, c'est déjà est-ce que c'est aussi important, à quel point on a besoin des puces aussi puissantes que ce qu'NVIDIA est en train de proposer, et surtout à quel point elles sont exploitées convenablement. Parce que si avec une puce un peu dépassée, tu as des modèles qui sont capables de te faire des résultats tout à fait convenables, tu es en train de te demander mais qu'est-ce qu'ils foutent alors ceux qui ont des bons modèles? Ceux qui ont les modèles avec les meilleures puces, soit qu'est-ce qu'ils foutent, ou soit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des trucs exceptionnellement encore plus méga puissants dont on n'a absolument aucune idée? Qu'est-ce qui vient bloquer? Est-ce que c'est l'électricité qui vient bloquer? Est-ce que ce sont les énergies? Qu'est-ce qui vient bloquer à ce qu'on ait un truc encore meilleur? Mais ça commence je ne suis pas en train de dire que ça commence à pas sentir bon pour l'IA, mais ça commence à sentir un peu qu'il y a de plus en plus de chances qu'on arrive sur un truc où on aura surinvesti et les entreprises qui auront surinvesti vont se mettre un petit boulet qu'elles vont devoir se traîner pendant quelques années. Ouais, c'est ça. Et puis je te rejoins aussi sur la façon d'aller voir, on va dire, de pas s'intéresser, que c'est pas trop tard, on va dire, parce que je pense qu'il y a toujours des opportunités sur pas mal de secteurs, tu vois, mais c'est quand même un secteur bien mature et surtout les grandes capitalisations en général, ce marché-là est plutôt efficient dans la moyenne. Ça veut dire que l'information disponible, elle est déjà, on va dire, intégrée dans le cours par beaucoup de professionnels, d'analystes, etc. Et il suffit d'une annonce, ça c'est un cas d'école, comme on l'a vu à Kimi, pour que justement une annonce là en plus venue de Chine encore plus pour faire s'effondrer toutes les convictions collectives qu'on voyait passer, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, un peu partout. Donc c'est vrai que c'est un vrai cas d'école et je te rejoins totalement sur ça. Mais toi du coup, est-ce que tu as des boîtes justement dans ce secteur-là ou est-ce que tu t'y exposes pas du tout? J'y étais exposé et j'ai revendu au cours de l'année déjà. Ok. Parce que les valorisations, j'étais pas à l'aise avec les valorisations. Alors, ça peut toujours monter beaucoup plus, etc. Mais à partir du moment où je suis pas à l'aise avec les valorisations et que j'ai trouvé d'autres opportunités qui étaient mieux, je m'en suis séparé. Mais moi, je m'étais exposé fin 2024, début 2025 aux semi-conducteurs. C'était l'époque où tu payais. Moi, je m'étais exposé via Lam Research, Ouais. qui est très bon dans les mémoires d'IRAM et tout ça. Et je m'étais exposé là parce que c'était une boîte 20% de croissance annuelle pour que tu payais 17 fois les bénéfices. Ouais, c'est sympa. Donc à 17 fois les bénéfices, tu vois, en plus de ça, bas de cycle, on avait l'air d'être dans un bas de cycle semi-conducteur, c'était très bien. Maintenant, ça se paye 70 fois les bénéfices, donc je suis beaucoup moins à l'aise. Et on est dans un cycle où tout le monde investit massivement dans les semi-conducteurs. Donc moi, je préfère acheter ces boîtes pendant qu'il n'y ait pas grand monde qui investisse dedans. Ouais, Dans sûr. les semi-conducteurs, hein. Quand je dis pas grand monde, ce n'est pas les investisseurs, vous, moi, etc. C'est les entreprises qui n'achètent pas massivement leurs produits. Je préfère investir dans cette période-là avant que la demande arrive, plutôt que maintenant qu'il y a la demande, d'essayer de me dire quand est-ce que la demande sera terminée pour arriver à rentrer et sortir du marché juste avant que la demande soit finie. Parce que n'oubliez pas une chose, je le répète, je crois que c'est la 10e fois que je le répète, que ce soit en podcast ou dans mes vidéos, les PDG de ces entreprises ne sont pas capables de vous dire quand est-ce que le marché sera à son pic. C'est-à-dire ne sont pas capables de dire là on est au pic de la demande. Vous prenez Micron sur les 30 dernières années, vous allez écouter des conférences call. À chaque fois que Micron est à un pic en termes de chiffre d'affaires ou de bénéfices nets, le discours du management, c'est la demande est sans précédent, ça va continuer. Le trimestre d'après, ils sont obligés de revoir leur guidance à la baisse parce qu'ils se rendent compte que finalement on a arrêté de leur commander des choses. 2 trimestres après, ils revoient encore plus à la baisse parce que c'était pire que ce qu'ils imaginaient, ça y est, plus personne veut de leur merde. Et donc, ça continue comme ça. Et donc, là, peut-être qu'on n'est pas en haut du cycle, on n'en sait rien. La réalité, c'est que personne n'en sait rien. Mais même si les PDG de ces entreprises ne sont pas capables de dire quand est-ce qu'ils sont en haut du cycle au niveau des carnets de commandes, je ne vois pas comment nous, en tant qu'investisseurs, on pourra avoir cette information. Et puis personne Donc, n'a de moi, boule de j'essaie cristal juste aussi, de... que ce soit sur les C'est ça. marchés ou sur ce genre de choses. Ah, moi j'avais regardé, je sais pas si tu l'as suivi à ce moment-là, United Microelectronics, UMC. Ce serait intéressant de non. voir ce qu'elle a fait depuis, mais justement ça c'était un peu un cas d'école de. Tu veux la regarder en rapide. C'était on va dire une entreprise. Putain, elle a bien pris. Elle avait bien baissé Ouais, de aussi, 100%. tu vois. Elle avait bien brisé, elle a pris 100% cette année, mais je m'en étais séparé quand même à un pic il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'était une entreprise qui était explosée. Donc ça, c'est un cas d'école aussi. Bon, là maintenant, elle a complètement explosé, mais qui en fait permettait
En fait, tu as plusieurs marchés sur les semi-conducteurs et même sur les puces IA, tu vois, et sur les puces dans les téléphones. Et elle se basait pas sur le marché premium parce qu'elle avait compris niveau stratégique qu'elle pouvait pas suivre tous les investissements colossaux de tous les gros. Et elle s'est déplacée sur le marché qu'on appelle secondaire de ce marché-là. C'est, on va dire, les téléphones un peu plus bas de gamme où t'en as besoin quand même, tu vois, il y a une masse qui en achète. Et elle s'était spécialisée là-dedans, elle était devenue leader et numéro un dessus avec toutes les connaissances qu'elle avait appris du premier marché, enfin moi comme je l'appelle le marché primaire. Et ça, tu vois, c'est ce genre d'opportunité intéressante, en tout cas sur les semi-conducteurs, et comment je m'expose à ce genre de secteur, on va dire, de manière indirecte. Ouais. Ouais, non, c'est d'aller chercher des trucs qui sont un peu moins regardés, qui sont tout aussi essentiels. Moi, je vais surtout regarder le management. La raison pour Ouais, laquelle j'avais pris Lab Research et pas une autre boîte, c'est que le management, en fait, il faisait des retours aux actionnaires de plus de 80% tout le temps, ah ouais, et que toute leur guidance, ils faisaient mieux que les guidance depuis 15 ans, toujours mieux que les guidance, toujours mieux que ce qu'estimaient, de la toujours mieux que leur régularité. fourchette, très régulier et très conservateur dans tout ce qu'ils annonçaient. Ils faisaient bien attention de ne pas survendre quelque chose et tout. Ah, donc, 17 fois les bénéfices, pour moi, c'était un no-brainer. C'était un no-brainer, quoi. Ouais, top. Carrément, carrément. Et là, là, en ce moment, est-ce que tu as des boîtes que tu regardes un petit peu dans l'IA, dans les semi-conducteurs, ou pour le moment, tu Euh, restes vraiment en dehors de ce marché? Non, là en fait en ce moment, bah, comme tu l'as dit, c'est plus un mouvement de hype. Après, moi j'ai une enfin, ma stratégie d'investissement, c'est surtout je m'intéresse à tous les secteurs et en fait, s'il y en a il y a une boîte, une opportunité qui va remplacer une autre, enfin on va dire qu'il y a des fondamentaux plus solides, je vais la creuser et c'est ce que je fais enfin j'essaye en permanence de faire. Mais là Ouais. actuellement, ce marché-là principalement de l'IA semi-conducteur. Soit je vais en fait m'intéresser, et je suis en train de m'intéresser à des entreprises justement qui sont pas encore reconnues par le marché, donc des small, mais qui participent à cette chaîne de valeur. Mais des boîtes, on va dire, très exposées à l'IA à l'heure actuelle, non, j'en ai pas vraiment. Je m'intéressais surtout au logiciel, enfin au marché SaaS, même si on parlait de SaaS Apocalypse il n'y a pas si longtemps, parce que justement c'est quelque chose qui est aussi lié à l'IA d'une certaine façon. Et je regardais justement en Europe de l'Est, sur le marché polonais, comme je t'en avais parlé l'autre fois. Et en fait, si vous regardez bien ce genre de marché, vous avez des sociétés de logiciels qui sont pas endettées, qui ont des capex plutôt raisonnables, qui ont des flux de Mhm. trésorerie énormes et qui ont un modèle de rentabilité exceptionnel. Et cette même boîte, ce genre de même boîte, je suis persuadé que si tu la cotes aux États-Unis, si elle était américaine, elle serait à des PER de 50, 60, 70. À l'heure actuelle, les PER du marché polonais, franchement, tu peux trouver même des boîtes avec des PER en dessous de 10. Donc, quand même assez intéressant. Donc, moi, ce genre de boîte, là, je suis en train de faire des screenings à l'heure actuelle, mais je suis pas positionné sur. J'ai pas une conviction en particulier. Je sais pas si toi, t'en as une Ouais. en particulier ou si. Mais t'as dit que t'avais revendu la plupart de tes participations donc, sur Non, les moi, tout ce qui est semi-conducteurs. lié à l'IA, j'ai plus grand-chose. Quand j'ai plus grand-chose, je vais avoir du Amazon, parce que c'est pour moi Ouais, une j'aime bien son modèle boîte, aussi. boîte numéro un dans le monde. J'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, ils profiteront de quelque chose, Ouais, donc, bien sûr. parce qu'ils sont tellement partout. Mais sinon, je commence à alléger mon portefeuille j'ai allégé mon portefeuille de tout ce qui est semi-conducteur. Je regardais en début d'année tout ce qui était autour de l'IA, mais qui n'était pas exploité. Je pense notamment à la cybersécurité. Début Bien d'année, sûr. j'ai pas mal investi. J'avais fait une grosse position de mon portefeuille, 12-13% de mon portefeuille dans Fortinet, parce que l'action baissait. Le cybersécurité globalement n'était pas trop à la mode, sous prétexte que Claude avait des solutions cybersécurité, je sais pas quoi. En fait, on se rend compte que avec l'IA, la cybersécurité, la demande de cybersécurité est encore Ça plus va, oui, ça grosse. va Et donc, du exploser. coup, Ouais. Fortinet, ouais, je crois qu'elle a pris 100% là, depuis le début de l'année. Donc, c'était surtout là-dessus. Mais maintenant, en fait, tout ce qui est lié à l'IA, j'ai l'impression que tout est plus ou moins valorisé maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de trucs où il y a toute l'IA qui explose et il y a un secteur qui avance pas. Tu as les SaaS, hein, tu as toujours un peu la SaaS apocalypse Bien sûr. qui ont qui ont du mal à reprendre, mais enfin, les SaaS, il faut vraiment bien sélectionner ceux qui ne sont pas trop affectés par l'IA. Moi, ce que je vais sélectionner, c'est plutôt des SaaS liés les verticales, les SaaS verticaux, les VMS, que j'estime être plus protégés parce que, pareil, il n'y a pas vraiment de problématique. L'IA ne vient pas résoudre une problématique que ces SaaS rencontrent. Donc, c'est plutôt ça que je vais regarder. Et là, tu en as plein. Tu en as en Pologne, tu en as en Amérique latine, tu en as en les pays nordiques, Suède, Norvège et tout. Tu en as partout des SaaS comme ça qui peuvent, qui sont vraiment pas chers et qui peuvent avoir un très beau risk-reward quoi, sur ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est, ouais, j'ai envie de dire,
sur ce moment, je vais regarder surtout ça, et FinTech Ok. et technologie financière que Tech, je trouve c'est vrai que c'est pas très cher en ce moment. Ouais, bien sûr. Après, ça m'étonne pas de toi que tu n'ailles pas sur les plus grosses hypes du moment sur Ouais. ce genre de secteur. C'est un peu plus compliqué. Et du coup, on parlait d'IA un petit peu. Donc, comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, tu vas intégrer l'IA dans ton quotidien, dans tes recherches? Parce qu'honnêtement, je vois beaucoup de personnes qui m'envoient leurs prompts, qui me parlent un petit peu de comment ils utilisent l'IA. Et ils me disent, bah, je comprends pas, je fais tout ça, j'ai pas de bons résultats. J'ai envie de dire, bah, ouais, ça se comprend, hein, vu Ouais, déjà, en fait, comment tu l'utilises. Comment toi tu l'utilises? Qu'est-ce que tu vas chercher, on va dire, grâce à l'IA? ouais. À quoi elle t'aide? Bah écoute, déjà, bon, faut savoir que Claude, quand même, c'est à l'heure actuelle, je pense, pour moi, hein, la meilleure IA, on va dire, pour automatiser ce processus de recherche. Mais en fait, l'IA, pour moi, ne remplacera jamais le cerveau humain. Ça, c'est déjà quelque chose, tu vois, t'as beau lui dire prompter comme tu veux, imagine que tu es le meilleur investisseur au monde, ça marchera pas comme ça. Parce que l'IA, justement, va manger énormément d'informations. Et l'information qu'elle va aller chercher, c'est comme partout sur Internet, en fait. Tu vas aller sur des forums, tu vas aller voir ce que des analystes pensent. Mais du coup, tu ne te fais pas ta pensée critique, tu ne fais pas ta pensée par toi-même, tu vois, si tu n'as pas de process, si tu n'as pas, on va dire, une thèse d'investissement, qui est quand même la base quand tu commences à investir, même si beaucoup l'oublient souvent. Et en fait, l'IA, du coup, bah, quand tu lui demandes d'aller chercher ce genre d'informations, il faut faire très attention où tu vas aller demander d'aller chercher cette information. C'est pour ça que moi, je fais attention au prompt. Là, récemment, justement, sur notre logiciel, sur notre screener, on a réussi du coup à intégrer le MCP, du coup à connecter, tu vois, et aller. Ça, c'est une base de données en laquelle j'ai confiance, que j'utilise au quotidien. Je sais où on va chercher les informations. On paye des fournisseurs de données, hein, des gros fournisseurs de données américains, et des choses qui ont été publiées par les entreprises. Donc là, tu vois, cette source de données, ça me dérange pas d'aller dire à l'IA, bon, ok. Maintenant que j'ai cette source de données fiable, dans cette source de données, tu vas un peu me mâcher le travail. Tu vas me faire ressortir, par exemple, si je vais sur tel secteur, bah, je vais lui donner, on va dire, ma liste de courses, si je puis dire. Il faut faire très attention aussi à comment tu promptes, parce que c'est quand même assez important. Tu vois, comme quand tu fais du screening, que tu vas chercher des entreprises, il faut que tu lui dises, par exemple, je sais pas, chercher un ROIC supérieur à 10%, des croissances flux de trésorerie sur 5 ans du minimum 8%. En fait, c'est comme si tu faisais toi ta recherche, mais j'étends, on va dire, cette chose-là pour décupler, on va dire, ma productivité. Et là, je te parle que du côté screening. Après, pour le côté qualitatif, je ne vais pas lui demander son avis directement. Imaginons si j'utilise un prompt pour aller faire du qualitatif, je vais lui dire, bah alors attends, moi je réfléchis comme ça. Ma stratégie, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut vraiment un prompt bien travaillé. Il faut mettre du temps quand même à le travailler. Moi, j'ai mis du temps à les travailler, ces prompts-là. Sors-moi des red flags et sors-moi, je sais pas, des faits sur l'entreprise, tu vois. Donc là, il va me faire un rapport. Moi, je vais lire ces rapports-là. Je vais faire mes propres décisions. Et après, sur le côté encore plus qualitatif, l'IA peut nous aider à la lecture des rapports annuels, parce que les rapports annuels, c'est quand même très important et pour moi indispensable à lire, surtout quand tu veux investir dans une entreprise. Tu deviens actionnaire d'une entreprise. Et donc là, à ce moment-là, tu peux lui demander. Et moi, je l'utilise pour. Là, j'utilise par exemple Notebook LM, qui est assez sympa pour résumer ce genre de documents. Tu peux aussi demander à Claude, qui peut le faire maintenant, etc. Mais il faut que tu saches vers où le guider et surtout quoi lui demander, tu vois. Moi, je vais pas aller l'envoyer chercher le document comme ça un peu à l'aveugle. Je sais pas, moi j'aime bien regarder le MD&A, donc les discussions du management, regarder surtout tu vois, sur un historique de plusieurs années comment s'est comporté le management, est-ce qu'il y a eu des guidance qui ont été respectés ou pas, parce que ça, le chercher à la main au bout d'un moment, ça devient assez chronophage, tu vois. Si tu demandes à l'IA, généralement, quand tu incorpores toi-même les sources de données, les rapports annuels directement dedans, c'est plutôt safe. Donc tout ça va pas m'aider à décider, c'est très important, mais va m'aider, va pas décider à ma place, mais va m'aider dans la rapidité d'exécution de mon analyse, même si j'aime toujours prendre le temps, etc. Et ça va me permettre surtout de faire popper beaucoup plus d'opportunités que je mettrais, tu vois, d'habitude je mettais beaucoup plus de temps à en trouver. Là, le fait d'automatiser le tout, de se connecter à un screener et lui demander, bah moi je fais ça, sors-moi les meilleures opportunités, ça te permet d'avoir une veille du marché assez sympa. Après, voir les news autour des entreprises, de temps en temps j'ai testé avec l'IA. C'est pas forcément les meilleures informations, parce que du coup ils font juste des recherches Google à ta place et ils vont chercher à ta place. Donc peut-être là aussi se renseigner par soi-même et aller creuser par soi-même telle ou telle chose. Mais voilà à peu près comment j'automatise le tout avec l'IA. Je sais pas si toi ça rejoint un peu ta méthode, mais voilà. Ouais. Bah moi, étonnamment, tout ce qui est chiffré, je le fais pas avec l'IA. Ok. Pour la simple et bonne raison que je lui fais pas confiance. Et qu'en fait, on va dire, même avec un bon prompt, je vais lui dire, je vais avoir une entreprise, je vais lui dire, bah, sors-moi le chiffre d'affaires de l'entreprise, bénéfices, l'évolution et tout. En fait, c'est juste que pour moi, c'est plus rapide d'aller directement dans mon logiciel d'analyse que Ouais, bien de sûr. passer par l'IA. Et le problème en plus, c'est que
fait, même si je passe par l'IA, après, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier avec les sources officielles. Et donc, en fait, je me dis autant aller directement sur les sources officielles parce que ça me prendra moins de temps. Effectivement, ouais. Pour les chiffres et tout ça, ouais, pour les chiffres et tout ça, je trouve que c'est plus rapide en fait de le faire soi-même que de passer par une IA qui te fait le rapport complet. En revanche, là, moi, je l'utilise beaucoup. C'est pour toute la partie recherche. Toute la partie recherche, aller mettre son nez dans les rapports annuels, pour aller mettre son nez dans toutes les recherches d'analyse, les notes et tout ça. Je l'oriente à mort, mais surtout, je veux qu'elle soit neutre et qu'elle soit juste là pour aller chercher à ma place. En gros, son rôle un petit peu, c'est l'archiviste. Ou je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est juste d'aller me chercher les faits. Je lui dis exactement où est-ce que je veux qu'elle cherche. Dans mon prompt, c'est lister. Tu as le droit d'aller visiter que ce site, ce site, ce site, ce site, ce site. Tu n'as pas le droit de visiter aucun autre site. Tu peux que prendre tes données là-dessus. Et ensuite, mets-les-moi, organise-les-moi pour que ce soit lisible, quoi, pour que ce soit un truc bien et que ce soit cohérent. Et à partir de ça, moi, je vais pouvoir lire, faire mon analyse et tirer mes propres conclusions. Et je veux vraiment que ce soit neutre, qu'elle ne soit pas en train de me guider un petit peu vers cette boîte est exceptionnelle ou cette boîte n'est pas du tout bonne. Donc, je ne veux pas du tout de score de qualité de la boîte, je ne veux pas du tout de score de management et tout ça. Je veux juste des faits. Et à partir des faits, c'est moi qui décide quel score on attribue à ça, qu'est-ce qu'on va donner. Et l'idée, en fait, c'est que moi, ça me fait gagner un temps fou sur la partie recherche. Parce que là, au lieu d'aller sur ces 15-20 sites à faire les recherches, trouver les bonnes pages dessus, lire tout le document pour trouver on va dire les 3 phrases qui vont m'intéresser dans le document, j'ai formaté l'IA pour qu'elle le fasse pour moi. Et donc, au lieu de perdre 20 heures à faire tout ça, c'est faire une demi-heure. Donc ça me fait gagner énormément de temps. Mais par contre, il n'y a aucune décision qui est prise parce que l'IA a mis en avant un truc ou pas. L'IA va juste me donner l'information que moi, je veux avoir. Et cette information, elle me la donne plus rapidement que si je l'avais cherchée moi-même. Mais le problème pour pouvoir configurer ce genre de choses, c'est que, vous êtes obligé d'avoir déjà fait des recherches par vous-même et d'être obligé d'avoir fait absolument tout le travail par vous-même. Parce que sinon, vous allez mal prompter votre truc. C'est impossible de bien le prompter si vous n'avez pas déjà fait le travail. C'est un petit peu comme quand on a une entreprise. Souvent, ce qui est recommandé, c'est d'avoir fait ou de savoir quel est le travail qui doit être fait avant de recruter quelqu'un pour faire ce travail, parce que sinon on ne peut pas vraiment bien encadrer la personne, ou alors recruter le manager qui lui sait parfaitement bien faire ce travail, qui pourra lui guider la personne. Et donc là c'est pareil avec l'IA. Moi je la prends pour faire des trucs que j'ai fait, qui sont rébarbatifs, qui sont tu perds du temps à les faire, pas que tu perds du temps, mais tu passes du temps à les faire pour me faire gagner du temps là-dessus. Mais en aucun cas il y a des prompts du style trouve-moi 5 entreprises qui vont exceptionnelles en ce moment, dans le style Warren Buffett, Peter Lynch et je ne sais pas quoi. Ou alors, va me rechercher 10 entreprises avec un PER de moins de 10 et un ROIC supérieur à 15%. Et après, investir à partir de ça, tu vois. Ça peut être éventuellement la base, mais pareil. Si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez connecté votre IA à une source de données financières et pas que ce soit l'IA qui aille décider quelle est la donnée qu'elle va vous donner. Il faut que ce soit une donnée fiable qui vous donne ça. Et donc ça, il va falloir connecter, que ce soit avec des MCP, que ce soit avec des API financières et tout ça, les connecter directement dans votre Claude, Gemini. Mais non, sur Gemini, je crois qu'on ne peut pas le connecter, mais via Claude directement. Totalement aligné avec ça. C'est tout l'enjeu des sources de données et c'est ça que la plupart oublient, c'est que tu as un peu pas déshumanisation, mais un peu une culture du vide autour de ça, de tout déléguer et dès que tu as un problème, aller demander à l'IA, donc encore plus pour tes investissements. Donc c'est assez. Et en plus, tu as plein de on va dire de créateurs ou autres qui justement te font j'ai trouvé ce genre d'action grâce à Claude et moi j'aimerais bien dans ce genre de réel, tu vois, moi si je devais en sortir, je pense que je sortirais un jour et je le préciserai, faut la source de données avant tout, parce qu'en fait tu pourrais démonter absolument toutes les thèses d'investissement en commentant chacun des réels, juste en disant à quoi tu l'as connecté comme source de données. Si c'est une source de données fiable ou un screener fiable, ok, je n'ai rien à redire, après tu as ta stratégie d'investissement. Si c'est pas le cas, ça tue absolument tout. De dire Claude m'a créé un portefeuille, j'ai juste mis je veux ça, non, c'est pas possible. Ouais, et puis en plus, surtout, comme tu dis, les gens délèguent leur cerveau à l'IA et c'est là que ça devient problématique parce que du coup, tu te retrouves à avoir l'action qui perd 30%, tu sais pas quoi faire, et gagne 30%, tu sais pas quoi faire, tu comprends même pas pourquoi elle est là, t'as pas créé une conviction d'investissement. Donc en fait, l'IA aujourd'hui, c'est magique parce que ça te fait gagner un temps fou. Moi, avant, ça me prenait 50 heures à analyser une boîte. Aujourd'hui, en 3-4 heures, c'est réglé.
Et le pire, c'est qu'en 3-4 heures, j'ai plus d'infos et je prends une décision beaucoup plus éclairée que quand je passais 50 heures à analyser une boîte. Parce que grâce à l'IA, j'ai accès à beaucoup plus Et ton de cerveau choses. est Le plus problème, frais surtout. ouais, le cerveau est plus frais, tu as tellement plus de trucs, tu peux prendre des nouvelles choses en place. Quand tu passes le temps d'analyser ça, bah avant c'était 50 heures et après il fallait analyser les concurrents et tout. Là, je peux avoir tout qui est fait d'un coup, qui est formaté. Et les gens, s'ils voyaient mes prompts, ils pètent un câble. Quand je vois moi, mes prompts, ça fait 5-10 pages de prompts. Parce que c'est formaté, parce que tout est vraiment formaté pour qu'elle n'ait pas de place à la réflexion, entre guillemets, par elle-même et que ce soit absolument ce que moi je veux voir qui sortent. Et donc ça met du temps à créer un prompt comme ça. Tu Ça m'étonnes. se fait pas en une requête en disant en mode soit Warren Buffett et sors-moi ça quoi. Je suis totalement d'accord. Et on parlait un petit peu en off juste avant Ouais. euh, de l'IA et de tout ça. On parlait surtout de l'or, des métaux précieux, de l'argent qui sont un peu baissés par rapport à leur plus haut et c'est un sujet qui revient de plus en plus. Tiens, vu que ça a baissé, là, j'avais raté la précédente hausse sur l'or. Est-ce que c'est le moment pour moi de m'y mettre, de profiter de la baisse, de buy the dip? Comment tu te positionnes un petit peu là-dessus? Est-ce que tu t'exposes ton portefeuille à ça ou comment t'es là-dessus? Hmm, alors, non, mais oui. Alors, c'est assez nuancé comme réponse, je vais m'expliquer quand même. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que bon, en fait, déjà dans toutes les théories de déficience de portefeuille, tu dois avoir, après ça dépend encore une fois de ton profil et de ton appétence pour le risque, tu dois avoir des valeurs, ce qu'on appelle valeurs refuge, pour baisser un peu la volatilité. Ça dépend de ton niveau d'investissement, ça dépend de ton appétence encore une fois, etc. etc. Moi, je partais du principe au tout début quand j'ai commencé qu'il fallait un peu en avoir et après ma position, elle a légèrement évolué dans ce sens. En gros, déjà, en fait, moi je l'ai et j'illustre en fait ce que je dis parfaitement grâce justement au, tu vois, ce qu'on a vu sur le détroit d'Ormuz. Oui. Les États-Unis, on sait, bon, je vais pas refaire toute l'histoire, on restaurer un blocus naval, etc., etc. Et logiquement, le pétrole, il a réagi immédiatement. Je crois que je crois qu'il est monté le Brent, donc il y a un indicateur justement pour, enfin le prix du Brent a monté à, je crois 85 dollars rapidement, etc., etc. On a frôlé les 100. Enfin, c'était assez hard. Et en fait, dans l'autre partie, tu as l'or et l'argent qui ont baissé sur la même période. Et pour moi, c'est justement la meilleure démonstration, on va dire, c'est le meilleur exemple que je prends à chaque fois qu'on me demande d'expliquer. C'est que l'or, c'est pas un refuge automatique et mécanique qui remonte à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle. Parce qu'en ce moment, on a le narratif des taux d'intérêt de la Fed hein, qui domine, etc. etc. Moi, j'appelle ça plutôt un coup d'opportunité. Et en fait, l'or, je suis pas contre l'or et les métaux précieux. Je suis plutôt pour m'exposer, mais indirectement via des entreprises qui vont bénéficier en fait de ces marchés-là. Je parle de l'or Mhm. par exemple, tu vois, il y a une entreprise que je prends souvent pour ce marché-là qui s'appelle B2Gold. C'est une entreprise qui avait un PER autour de 9-10 fois ses bénéfices, même légèrement moins quand je l'ai trouvé. Euh, et elle affichait un ROIC, je crois, d'à peu près 30%, une grosse marge brute, une dette quasiment inexistante. Et c'était une entreprise qui était intrinsèquement liée au cours de l'or parce que justement elle a des mines, elle exploite des mines, c'est une entreprise canadienne qui va exploiter un peu partout dans le monde et c'est en fait une entreprise qui avait bénéficié un peu d'inefficience de marché parce que justement son cours avait légèrement baissé, en tout cas moi quand je l'avais trouvé. Et en fait ce genre d'opportunités value qui vont profiter on va dire indirectement du secteur et du cours de l'or au bout d'un moment, qui produit de la valeur ajoutée, dont je suis actionnaire, qui a un retour sur les capitaux investis intéressant et donc qui va me permettre au-delà de l'or, parce que l'or c'est assez volatile et rien nous dit qu'elle va prendre 200% en un an ou en 2 ans ou en 3 ans, etc. Tu vois, c'est une valeur refuge qui va faire baisser la volatilité. Bah, je préfère être exposé sur ce genre d'entreprise que directement via un ETF or qui, oui, on est très content qu'il y ait des périodes d'incertitude parce que ça prend énormément. Mais là, regardez actuellement le cours de l'or et même les ETF or comme ils ont baissé les derniers temps. Bon, sauf si on a fait des prises de profit, mais après ça, j'appelle plus ça d'arbitrage. Et moi, je suis plus du buy and hold et j'ai pas envie de trader de l'or ou de chaque fois qu'il y a une crise. En profiter, revendre, ensuite racheter, etc. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Donc, je préfère investir sur des entreprises sous-évaluées, encore une fois, donc du value, du quality, et qui surtout créent de la valeur ajoutée au-delà de seulement suivre le cours de l'or. Tu vois, elles vont profiter de cette Ouais. industrie-là, du marché aussi, et de la, on va dire, de la popularité du marché à l'instant T. Et je trouve ça super intéressant. Je sais pas quelle est ta position dessus, mais moi, en tout cas, pour l'or,
Je trouve ça assez clair. Ouais, et puis surtout que le problème, c'est que la majeure partie des gens qui s'intéressent à l'or, ils s'intéressent à l'or une fois qu'il a pris 100%. Ils ne s'intéressent pas à C'est l'or ça aussi. quand le marché, quand le monde est safe. Je te dire, 2017, 2018, 2019, personne ne parlait d'or. Hein. Non, Personne n'en absolument pas. voulait. Maintenant, quand ça a explosé là en 2024-2025, là d'un coup, il fallait vite acheter de l'or et tout. C'était le truc qu'il fallait absolument. Moi, le problème que j'ai avec les métaux précieux, c'est que c'est purement spéculatif. Ouais. C'est-à-dire, c'est un actif spéculatif. Qu'est-ce qu'un actif spéculatif? C'est tu achètes 1 kilo d'or, tu reviens dans 10 ans, tu as toujours 1 kilo d'or. Tu achètes une part d'entreprise, tu reviens dans 10 ans, tu as potentiellement des nouveaux employés, des nouvelles usines, des dividendes qui ont été versés pendant ces 10 années, des rachats d'actions, tu as des bénéfices qui ont augmenté, des chiffres d'affaires qui ont augmenté. Tu as une chose qui a vécu. Bon, si tu sélectionnes des mauvaises entreprises, potentiellement 10 ans après, ton entreprise vaut moins que ce qu'elle valait quand tu l'as acheté. Mais si tu fais un bon travail d'analyse, de recherche et que tu achètes à un bon prix, 10 ans après, tu as une entreprise qui va avoir, fondamentalement parlant, évolué et des nouvelles choses. Et moi, je suis, pour ma philosophie d'investissement, moi, je investis dans ce qui crée de la valeur. C'est pour ça aussi que j'ai du mal avec l'immobilier. Parce que techniquement, tu achètes un appartement, tu n'as pas créé de valeur. Tu as ton appartement, tu reviens 10 ans après, c'est toujours le même appartement. En revanche, donc du coup j'ai du mal avec ça, mais par contre dans l'immobilier, tu achètes un terrain et tu construis une maison, là il y a d'un coup il y a de la création de valeur parce que tu pars d'un truc, tu as un nouveau truc, ou tu achètes une ruine que tu retapes et que tu rénoves et que ensuite tu en fais un truc exceptionnel, il y a de la création de valeur. Mais j'ai beaucoup de mal avec les investissements où il n'y a pas de création de valeur, où c'est juste basé sur le fait que quelqu'un sera prêt à payer plus cher que toi pour l'actif en question, sans que cet actif ait une raison. Quand je dis logique d'avoir augmenté, c'est vraiment une raison intrinsèque d'avoir augmenté. Parce qu'après, on peut dire oui, mais c'est logique que l'or monte parce que la quantité est limitée, la demande est énorme aujourd'hui. Donc oui, l'offre et la demande, ça fait que c'est logique que ça a augmenté. Mais si on prend l'or pour ce que c'est, tu achètes 1 kilo d'or aujourd'hui, tu reviens dans 10 ans, si tu ne te l'es pas fait voler, tu as toujours 1 kilo d'or. Tu n'auras pas 1 kilo d'or et demi, tu n'auras pas une mine qui se sera créée, non, tu auras juste 1 kilo d'or. Donc pareil, si un jour je dois m'exposer à ça, je préfère passer et même pour le pétrole et tout, je préfère passer par des boîtes qui bénéficient de ça. Et c'est pour ça que c'est important de diversifier dans son portefeuille. C'est pas forcément de dire il faut que vous ayez des minières en portefeuille. Il faut que vous ayez des minières quand elles sont sous-valorisées, quand elles sont à des tarifs qui sont intéressants, quand elles sont à des niveaux de cycle qui sont intéressants. Parce que les minières, c'est cyclique, c'est comme les semi-conducteurs, il y a des cycles où ça explose, il y a des cycles où c'est moins bon. Et acheter des minières dans un cycle où ça ne va pas très bien, parce qu'il y a moins de demande, parce que l'or est plus bas et tout ça, là ça peut être assez intéressant, à condition aussi de sélectionner des minières qui ont des business models qui soient intéressants, qui soient gérés de façon intéressante, qui soient transparentes, parce que le problème des minières aussi, c'est qu'il y a très peu de transparence sur les vrais stocks qu'il y a. Il faut comprendre aussi qu'il y a différentes qualités de stocks. Et ça, on l'a un peu moins sur les minières pure gold, parce que l'or, tu vas avoir, c'est pas que tu as que la même qualité d'or, mais tu vas plus ou moins avoir le même standard, quoi. Mais tu prends des minières pétrolières, ah oui, ça, oui. t'en as où il y a des pétroles qui ne va pas la même chose. Tu prends le pétrole vénézuélien, n'a rien à voir avec le pétrole américain. Pour un baril de pétrole américain du Texas forêt, t'as pas le même résultat que pour un baril de pétrole vénézuélien forêt, parce que les deux sont des propriétés différentes. Donc il faut faire attention avec ça et donc bien comprendre les minéraux qui sont récupérés, le potentiel de la mine et tout ça. Toute une analyse à faire derrière. Le caractère cyclique de ce business, moi, fait que je vais plutôt essayer de trouver des boîtes qui peuvent être non cycliques dans ce secteur qui est un peu cyclique, c'est-à-dire qui arrivent à gommer la cyclicité. Je pense par exemple moi je suis exposé dans des boîtes qui sont liées indirectement au pétrole, des boîtes du style Landbridge ou Texas Pacific Land, qui possèdent les terres sur lesquelles sont forés le pétrole, l'eau circule pour les pétrolières et tout ça. Mais elles n'ont pas de frais et tout ça. Elles touchent juste des royalties à chaque fois qu'il y a un baril qui est foré, à chaque fois qu'il y a de l'eau qui passe sur leur terrain. Elles n'ont aucune dépense, aucun capex, rien. Je préférais ça parce que ça contre un petit peu la cyclicité. C'est-à-dire que le prix du pétrole soit haut ou bas. Certes, elles vont gagner moins d'argent quand le prix du pétrole est bas, mais elles ont toujours les mêmes marges, elles touchent toujours le même truc. Et du coup, je vais être plus à l'aise avec ça que d'avoir la minière ou l'entreprise pétrolière directement qui elle, sa rentabilité dépendra du prix du pétrole. Alors que eux, c'est la rentabilité, les marges seront les mêmes. Prix du pétrole élevé ou bas, les marges seront globalement les mêmes. Par contre, le prix du pétrole haut, c'est juste que ça explose encore plus, quoi. Ça fait
ça fait encore plus de profit. Mais elle reste rentable même si les prix du pétrole sont bas. Ouais, bien sûr, et par extension aussi, parce que tu en as parlé juste avant, tu vois, les minières. Moi, j'ai eu énormément de messages quand l'argent a explosé en me demandant Putain, est-ce qu'il faut que je l'achète ou pas? Parce que là, en fait, c'est une bonne affaire et tout. Bon, alors, déjà, quand c'est une bonne affaire sur les marchés, quand tout le monde dit que c'est une bonne affaire, c'est déjà trop tard. Et Ouais. ça, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on oublie aussi, et je trouvais ça aussi intéressant, je sais pas ce que tu en penses, toi, derrière, mais en tout cas, moi, l'argent, je le vois pas forcément que comme une valeur refuge. Parce qu'on l'a vu début d'année, ça avait touché, je crois, les 120 dollars, un truc comme ça. Ensuite, on était aux 80 dollars il y a quelques mois. Enfin, c'était assez volatile. Ouais. Et en fait, tout le monde me demandait, ouais, mais pourquoi en fait ça a fait autant et pour un portefeuille, on va dire, où c'est censé faire baisser la volatilité, c'est pas la même chose. Et en fait, il faut savoir, et ça je le répète quand même, que l'argent, c'est pas forcément qu'une valeur refuge. Parce que l'or en lui-même, tu vois, c'est un actif qui est principalement quand même monétaire, mais l'argent, lui, il a quand même, on va dire, un double visage, parce que, ok, d'accord, c'est une valeur refuge, parce que quand tout devient un peu incertain, etc., bon, quand les marchés doutent, bon, on peut se tourner vers l'argent et ça peut être une valeur refuge, mais il y a aussi, il y a aussi justement ce revers de la médaille là, où on a où quand la confiance des marchés s'érode, en fait, l'argent, il dépend de plusieurs choses. Parce que c'est un métal industriel. Il est utilisé dans beaucoup d'industries, hein, dans le solaire, dans l'électronique, je crois aussi, dans certaines technologies qui sont dans la transition énergétique. Et en fait, dès que les anticipations, comme on a connu, tu vois, au début d'année, hein, les de croissance ralentissent, quand il y a quand même une sorte de perte de confiance des marchés, la composante, on va dire industrielle de l'argent, qui a un double visage du coup, va peser sur le prix et du coup, on va connaître une grosse force de volatilité. Ce qu'on a eu en début d'année, c'est justement une anticipation, inflation, baisse de taux, tension macro, etc. Suivi de, en fait ça va, retour à la réalité économique et du coup le prix va baisser. Donc en fait ça aussi c'est assez, on peut s'y exposer via ETF, etc. Mais c'est quand même à prendre en compte dans tout ça. Quand le pétrole est à peu près comme lui, c'est aussi un actif, on va dire, réactif et bruyant, quoi. Mais je Ouais. trouve ça, en tout cas moi je prends plus de recul par rapport à l'argent, tu vois, que par rapport à l'or. Ouais, je te rejoins à 100%. En plus de ça, dès qu'il y a une utilité industrielle qui peut être assez forte, le problème, c'est qu'on se bat contre les gouvernements. Parce que le gouvernement, son objectif, lui, c'est qu'il n'y ait pas trop d'inflation, qu'il y ait de la croissance Bien sûr. économique et pas trop d'inflation. Pour pas que les gens soient, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre et tout. Le problème, c'est que quand tu as l'argent qui est élevé, vu qu'il y a une grosse utilité industrielle, ça veut dire que tous les industriels qui achètent de l'argent, eux vont devoir augmenter leur prix. Mais bien sûr. Donc, le gouvernement, son objectif, c'est que le pétrole soit bas, que l'argent soit bas. C'est d'ailleurs pour le pétrole, c'est pour ça qu'ils ont créé l'OPEP et tout ça. C'est pour essayer de contrôler, de ne pas se retrouver avec d'un coup les prix du pétrole qui soient beaucoup trop élevés et d'arriver plus ou moins à contrôler la production dans le monde afin d'avoir un certain contrôle sur le prix et pas de surprise. Le fait que ce soit comme ça ne veut pas dire que structurellement ce ne sera pas haussier, hein. Ça veut juste dire que il y a des forces externes qui vont faire en sorte d'essayer de garder ces choses-là pas trop chères pour que ça puisse rester rentable pour les business et pour que le consommateur ne souffre pas trop. Clairement. Ce qu'on n'a pas vraiment sur l'or. Parce que certes, avec l'or, il y a une utilité industrielle, mais la trois quarts de l'or, Dis-moi. c'est surtout du refuge, c'est surtout comment on appelle ça, du monétaire, quoi. On va avoir ça à la place d'avoir des euros ou des dollars. On va avoir ça pour des bijoux, mais ça va pas être du pur industriel où on va faire ça en masse dans tous les outils qu'on peut avoir. Et donc ça rend le truc encore plus valeur refuge, disons. Parce que le problème de tous ces trucs, ces matières premières, ces trucs industriels, c'est que à la fin, il y a un consommateur. Et si le consommateur en paye le prix, il y a des forces qui vont venir s'appliquer contre. C'est pour ça d'ailleurs que l'argent, c'est un petit peu l'or sous stéroïde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Et puis, que. t'as l'effet inverse aussi, où c'est, comme tu Ouais. disais, ils cherchent à contrôler un peu le tout, l'inflation, etc. Mais quand t'as du coup, comment contrôler l'inflation? T'as les banques centrales qui vont, que ce soit la Fed, la BCE, etc. S'ils montent du coup leur taux, en fait, les investisseurs, eux aussi, indirectement, tu vois, ils vont pas s'en rendre compte, ils vont aller sur des actifs qui rapportent, ce qui peut du coup pénaliser l'argent aussi sur que ce soit l'or ou l'argent, mais principalement l'argent qui est quand même beaucoup plus volatile sur du court ou moyen terme, tu vois. C'est quand même aussi un risque qui est peu dit quand on investit sur l'argent, tu vois. Et on a beaucoup Ouais. qui, je pense, regrettent depuis le début d'année. Et il faut garder en tête que l'or, c'est censé être une valeur refuge. C'est Ouais, pas c'est ça. une valeur sur laquelle on va chercher du profit
À moyen terme, c'est pas sur une valeur sur laquelle on veut spéculer parce que c'est en train de prendre 100% et qu'on veut espérer prendre 50% en plus sur l'année. On a de l'or parce qu'on a son portefeuille qui est constitué et qu'on se dit, OK, on veut une partie. Si tout ça se casse la gueule et part en couille, qui va tenir globalement la route? Et cette partie qui va tenir globalement la route, c'est quelque chose qu'on est censé acheter quand personne ne veut de l'or. C'est pas maintenant que… C'est un peu la métaphore du parapluie, quoi. C'est pas quand il pleut que tu veux acheter un parapluie. Tu achètes ton parapluie avant qu'il pleut. Là, c'est pareil. Tu n'achètes pas de l'or quand tout le monde est en guerre, que tout va mal dans le monde. Tu l'achètes quand ça allait bien pour te préparer comme ça. Sauf que les gens, le problème des investisseurs, c'est qu'ils agissent beaucoup en réaction au lieu d'agir en anticipation. Ils ne se préparent pas, ils réagissent. Et à partir du moment où tu réagis, tu t'exposes à prendre une décision émotionnelle, tu t'exposes à acheter un actif beaucoup trop cher, tu t'exposes à te faire arnaquer, à acheter des mauvaises choses parce que tu es dans l'urgence, tu n'es pas émotionnellement en place pour faire une décision qui est purement rationnelle. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut agir en anticipation et pas en réaction. C'est vraiment important. Très clairement. Très clairement, je te rejoins totalement sur ça. Je pense que c'est un bel enchaînement pour la suite sur les small caps qu'on peut évoquer. Ouais, toi qui es à fond small caps, quoi, qui est tout là-dessus. J'ai vu passer cette étude la dernière fois sur le Russell 2000 qui m'a un petit peu… je me dis, putain, c'est rare que ça arrive. Hein, ouais, ça fait un peu honte pour les classes d'actifs, je t'avoue. Les small caps non rentables surperforment les small caps rentables depuis 1 an et demi, depuis 2025 à peu près. Ce qui est pas problématique, mais qui est assez drôle dans la mesure où toute la base d'investisseurs quality évalue un petit peu, c'est de dire que ce qui performe le mieux, c'est qu'en gros, price follow earnings, donc le prix de l'action suit les bénéfices par action à long terme, et donc si tu achètes des entreprises qui sont rentables, tu as plus de chances de performer que des entreprises pas rentables. Sauf que là, depuis 1 an, sur les small caps en particulier, pas sur les larges, mais vraiment sur les small caps en particulier, celles qui ne sont pas rentables surperforment assez largement, mais vraiment, c'est assez choquant. Les rentables, est-ce que toi, comment déjà tu te réagis un petit peu par ça en tant que pur investisseur small caps et comment tu vois la chose? Alors l'indice en lui-même, je le critique pas forcément, tu vois, je critique plus je crois cette étude-là est montrée, et c'est ça c'est un chiffre que je retiens, c'est 40%. C'est-à-dire que 40% des entreprises du Russell 2000, sachant qu'il y en a 1926, donc c'est quand même énorme, affichent justement, ont des bénéfices qui sont négatifs, et ce sont elles qui tirent absolument toute la performance de cet indice. Et quand tu regardes les meilleures performances surtout dedans, tu as Bloom Energy, je crois que c'est la plus choquante. On peut regarder à l'heure actuelle à combien elle est. On peut regarder en rapide, je crois que c'était aux alentours des 1000% sur 1 an, alors qu'elle est en perte. Tu as Applied, comment elle s'appelle? Applied. Ah ouais, ça prend 15% aujourd'hui, Bloom Energy. Voilà, tu vois, Applied Optoelectronics qui a plus de 300%. En fait, ce sont quasiment toutes des entreprises, et ça rejoint exactement ce qu'on disait dans le dernier podcast, et sur l'IA et même en général sur tout ce thème-là. Ce sont toutes des entreprises qui sont liées de près ou de loin à tout le fantasme IA qu'on voit un peu partout. Moi, je trouve ça un peu n'importe quoi. Je te dis pas par rapport au réseau de l'ami, parce que comment on peut investir et surtout comment on peut pricer des entreprises qui ne génèrent aucun profit, qui certes auront des profits dans les années à venir, peut-être parce qu'on a encore une fois pas d'assurance, parce qu'il y a certaines entreprises qui n'ont même pas de modèle économique clairement rentable à moyen terme, et qui grimpent surtout de plusieurs pourcents juste parce qu'elles ont eu un communiqué qui mettent tout sur l'IA, etc. Et donc je trouve ça, c'est un peu ce qu'on voit avec SpaceX, tu vois. Pour moi, c'est un peu c'est un peu le même narratif. C'est qu'en fait, on a des entreprises qui suivent une hype, et les investisseurs dans le prix là qu'ils évaluent, comment ils évaluent le titre. En fait, ils price des années de perfection, des années de bonnes nouvelles, des années de surperformance du marché, des années de rentabilité de l'IA, etc. Alors qu'on n'en a aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Ouais. Il y a des modèles qui peuvent être mis en place, des entreprises qui sont plus solides que d'autres, ça je l'entends totalement. Mais je trouve ça quand même assez hallucinant. Et ce qu'on en parlait avec Kimi juste avant, ça montre à quel point ce narratif peut se retourner, et surtout violemment en une séance.
parce que on l'a vu, tout le pan du marché qui avait pris ses valeurs pour argent comptant sont bien fait avoir derrière. Donc bon, je critique pas le Russell 2000 en soi parce que le Russell 2000 surtout qui était il y a un Amundi Russell 2000 d'ailleurs pour les investisseurs français, je parle que pour les investisseurs français qui permettent de s'exposer au small cap de façon quand même plutôt intelligente sur un PEA, même si moi j'ai quand même une grosse préférence pour un fonds actif Indépendance AM, ça tu connais, parce qu'il capture quand même un univers qui est pour moi beaucoup plus intéressant que certaines entreprises du S&P 500 et que le S&P 500 en général quand on veut investir. Pour moi c'est pas l'indice le problème et c'est pas ce qui veut faire le problème, c'est plutôt la composition de sa performance à l'instant T et à l'heure actuelle. Donc ça m'impacte. Moi, ça va pas m'impacter précisément parce qu'après le monde des small cap est quand même assez vaste. Le Russell 2000, c'est encore une fois sur le marché américain. Moi, je suis très diversifié, hein, comme je diversifie mon portefeuille. Donc on va dire que ça change pas ma thèse, ma théorie, loin de là. Ça me la conforte, on va dire, sur la sélection de mes titres et sur cet aspect quality que j'essaye d'amener sur mes sélections de titres. Ouais. Et puis il y a aussi un truc qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que c'est sur 1 an et demi. Si tu prends le truc sur 10 ans, les small caps rentables surperforment les small caps non rentables. C'est juste sur 1 an et demi qu'il se passe ça. Et ça me fait un peu penser à... C'est de l'année dernière, c'était vraiment à la mode. Je le voyais passer partout sur LinkedIn, sur les réseaux. Des mecs qui te disent si tu achètes un ETF S&P 500, tu perds de l'argent. Regarde, il faut que tu achètes un S&P 500 hedgé. Parce que le dollar s'est complètement effondré par rapport à l'euro. Oui. Et donc du coup là, tout le monde a fait 15% cette année, sauf toi, parce que tu as ton ETF pas dans la bonne devise, et du coup tu te retrouves à pas être aussi rentable. Sauf que le problème de ça, c'est que sur 1 an, oui, tu prends l'étude sur 1 an, oui, tu aurais mieux fait d'avoir un S&P 500 hedgé, mais tu prends ça sur 10 ans, le PF hedgé se fait défoncer par l'ETF qui est non hedgé quand on remet sur la devise. Parce que cause des frais. Rien que les frais, mais même sans les frais. Même sans les frais, le hedgé performe moins bien. Et en plus de ça, c'est juste parce que les gens exagèrent la peur qu'ils ont à court terme. Tout ce qui se passe à court terme, les gens ont tendance à l'exagérer et à avoir absolument aucune idée de... Enfin, ils pensent avoir une idée de ce qui va se passer pour les 10 prochaines années, alors qu'en réalité, personne n'en sait rien. Et en plus de ça, tu prends sur les trucs de devises, les devises s'équilibrent plus ou moins à moyen long terme. Donc, tous ceux qui avaient investi l'année dernière en euros sur des ETF S&P 500, l'année dernière, c'était pas terrible. Par contre, cette année, avec le dollar qui revient, qui regagne, vous avez regagné plus que les autres qui ont fait qu'en dollars, par exemple. Sauf que les gens ont tendance à exagérer un petit peu ce qu'il y a à court terme. Donc là, pour des small caps, le marché n'est pas cassé, c'est juste un phénomène de court terme qui est en train de se positionner. Isolé sur du long terme. Que sur une zone. Et puis en plus de ça aussi, faut pas oublier qu'on est sur un marché qui récompense beaucoup le momentum, qui récompense beaucoup les annonces qui sont faites autour de l'IA. Clairement. Et donc, il y a un moment où ça va se calmer parce qu'il y a un monde entre être une entreprise pas rentable à devenir une entreprise rentable. Tu as des entreprises qui ne sont pas rentables et prometteuses, ça fait 30 ans qu'elles ne sont pas rentables et prometteuses. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que tu vas voir, quand elle va devenir rentable, elle serait exceptionnelle. Ça fait 30 ans qu'on attend qu'elle devienne rentable. C'est pas facile d'avoir une entreprise rentable. Et au-delà d'avoir une entreprise rentable, c'est pas facile d'avoir une entreprise qui est vraiment rentable à mort pour les actionnaires sur du long terme. Parce que tu peux devenir rentable, mais si tu nous fais une rentabilité comme Renault, par exemple, ouais, ok, tu es une boîte qui est rentable, mais ça fait 15 ans que tu fais plus ou moins le même free cash flow, 15 ans que tu fais plus ou moins les mêmes chiffres. Ouais, certes, tu ne perds pas d'argent, tu es rentable, mais pour un actionnaire, tu ne gagnes pas d'argent avec une entreprise qui est stable comme ça. Non, très clairement. Très clairement, et ça montre encore une fois cet effet psychologique des marchés. Tu vois, même tu parlais de l'euro, moi, tu vois, à l'heure actuelle, je ne m'exposerai pas forcément full euro. J'irai plus, tu vois, même en Europe, tu as des devises beaucoup plus intéressantes. Tu as le NOK, tu peux aller en Suisse aussi, etc. Si vous voulez vraiment des valeurs safe et refuge. Moi, j'irais plus vers ce genre de valeurs à l'heure actuelle, tu vois, pour protéger mon capital, quoi. Donc, non, cet aspect-là de taux de change est quand même assez. C'est un argument marketing en plus pour vendre justement des ETF qui vont vous prendre plus de frais, quoi, et qui va gratter votre performance au fur et à mesure, surtout sur du long terme. Ouais, et sur l'aspect refuge qui est important, faut pas oublier. Les gens oublient qu'ils mettent la valorisation de côté dès qu'on parle de valeur refuge. C'est des mecs qui vont se mettre à acheter
Schneider Electric parce que c'est censé être une valeur refuge, Air Liquide parce que c'est censé être solide et refuge, Nestlé parce que c'est censé être solide et refuge, à des multiples de valorisation qui sont complètement délirants pour des boîtes qui n'ont pas beaucoup de croissance, quoi. Le truc avec ces boîtes-là, c'est en fait, c'est pas des boîtes qu'on achète parce qu'on va avoir beaucoup de croissance. On sait qu'elles vont pas avoir énormément de croissance, qu'on va être autour de 5-6%. Mais le truc qu'on achète, c'est parce que ça va être 5-6% quasiment peu importe ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'il y ait des guerres, pas de guerre, qu'il y ait une crise, pas de crise, ça va te sortir ton 5-6%. Par contre, ce n'est pas une raison pour payer ton 5-6% 40 fois les bénéfices. Il faut mettre de la proportion. Ton 5-6%, c'est un truc que tu acceptes de payer en refuge, on va dire 15 fois les bénéfices. Mais au-delà de ça, ça fait absolument aucun sens. Donc, la valorisation reste importante, peu importe à quel point la boîte est refuge, quoi. C'est fondamental. Ouais. On a fait le tour. Alors, on a abordé pas mal de choses. Je pense que c'est très bien. Si tu dois finir sur une chose, si tu devais faire, on va dire, un pronostic sur les small caps, s'il y avait vraiment un seul pays aujourd'hui où tu penses qu'il y a la meilleure anomalie de marché pour des small caps, ou même pour des large caps, hein, pour tout, ce serait quoi? Là où en ce moment, tu regardes et tu dis, ouais, c'est là où il y a le plus de probabilité que j'oriente mon argent, quoi. Comme d'habitude, on va dire la Chine. Ouais. Les small chinoises, et parce que l'histoire m'a donné raison, surtout les derniers mois m'ont donné raison sur certaines de mes lignes où on a pris de très très belles performances. La Pologne aussi, parce que je t'en ai reparlé, où je pense que c'est un pays en plus qui se développe de plus en plus, où il y a de plus en plus de choses qui sont très intéressantes. Et aussi Singapour, que je regarde pas mal en ce moment. Okay. Singapour, je t'encourage à regarder l'indice boursier de Singapour qui est coté et qui a une très belle performance, tu vois, les derniers temps. Et donc en fait pour moi c'est des marchés où il y a le plus d'anomalies justement d'inefficience parce que plus de peur, sur certains titres moins de liquidité, des brokers, des titres qui sont moins disponibles, tu vois, sur pas mal de brokers. C'est sûr que tu les achèteras pas sur Trade Republic, ces boîtes. Ouais, voilà, tu les auras pas sur Trade Republic, sur ton Boursobank ou au Crédit Mutuel évidemment, avec tout le respect pour ces entités, mais non, il faut s'intéresser à tous ces marchés-là. Et moi, je commence à m'intéresser du coup de plus en plus à l'Amérique du Sud. Parce que tu as de belles opportunités, c'est des marchés qui sont très peu connus et j'aimerais beaucoup, tu vois, faire une petite série on pourrait regarder ensemble d'ailleurs pour creuser un peu ça. Et je pense que tu creuses déjà, on va dire, ce genre de marché vu que tu vis là-bas, c'est Amérique centrale, mais je trouve ça intéressant, d'essayer de voir comment fonctionnent, on va dire, ces marchés-là qui sont quand même assez opaques, surtout pour l'investisseur européen. Et je pense que tu as de très belles opportunités. Tu as le risque politique et géopolitique, on va me dire, qui est très important. Mais pour moi, c'est un peu la même chose que ce que tu vois en Chine, etc. Tu vois. Alors évidemment, le niveau de développement n'est pas le même. Mais du coup, tu as plus d'opportunités aussi qui peuvent en découler. Donc voilà, que ce soit au niveau colombien, argentin aussi, que je regarderai pas mal. Ce sont des zones auxquelles je commence à m'intéresser petit à petit. Je sais pas ce que toi, le Chili aussi qui est bien développé en Amérique latine. En fait, moi, c'est globalement assez simple. Je regarde là où j'essaie de voir les différents indices des zones géographiques, des pays, et je m'intéresse aux indices qui ne sont pas en train de monter. Les indices qui sont plats depuis quelques années ou en baisse, là, je vais m'intéresser, regarder quelles sont les entreprises à l'intérieur qui dominent, qui ont un potentiel, qui sont parfaitement bien gérées, et aller me concentrer sur ces indices parce que malheureusement, moi je considère qu'à partir du moment où l'indice est sur ses plus hauts historiques et tout ça, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, hein, mais je trouve qu'il y a plus d'opportunités dans un indice qui est flat que dans un indice qui fait 50% en un an, ou, comme qu'on a avec le Kospi en Corée du Sud ou avec le Japon en ce moment, où les indices ont battu tous les records et donc je vais plutôt essayer on peut trouver des opportunités là-dedans. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprises qui ne sont pas sous-valorisées. Hein. Mais je vais avoir tendance à plutôt aller chercher là où ça ne performe pas pour essayer de trouver des pépites, des boîtes qui seront vraiment, vraiment sous-valorisées. C'est pour ça que j'aime bien la Chine. Parce qu'il y a toute la zone Asie qui explose un petit peu en ce moment. Singapour qui bat des records, Corée qui bat des records, Japon qui bat des records. Mais l'indice chinois, il a du mal. Hein. L'indice chinois, il fait encore du surplace. Il avait bien repris l'année dernière et là, il a rebaissé. Il a bien rebaissé. Et donc, il y a de belles opportunités qui se présentent en Chine en ce moment. Surtout dans le médical chinois. Moi, c'est un truc. Moi, je vous encourage tous à creuser ça. C'est
que ce soit impulsé par le gouvernement. Ils ont énormément de clients aussi en Europe. Il y a des boîtes qui ont pour plus de 50%, on peut être surpris. Hein. C'est pour ça que c'est important d'aller voir l'entreprise en profondeur, hein, qui sont diversifiés au niveau des segments et surtout qui ont aussi une grosse partie, que ce soit dans l'imagerie ou dans ce genre de milieu, que ce soit dans plusieurs secteurs. Ils ont une grosse partie de leurs clients en Europe, même aux États-Unis pour certains, ce qui peut paraître surprenant parce qu'ils ont un avantage de coût et de qualité qu'on n'a pas dans certains pays. Donc, et pour ça aussi, je te rejoins, tu vois, sur regarder les indices flat et tu peux le coupler potentiellement à. Alors le PER, moi, c'est pas on va dire mon indicateur phare, mais après, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est le PER moyen par pays. Tu as un indice qui s'appelle le Schiller PI qui PI, donc PER ratio pour ceux qui voudraient le chercher. Et il y en a un, je crois qu'il y en a un gratuit mis à disposition par Barclays où tu peux regarder le PER moyen en fait du marché et du pays. Et je trouve ça intéressant d'aller voir les pays du coup avec les PER qui sont les plus ok pour le moment et d'aller creuser, on va dire, ce genre d'opportunité. Évidemment, si c'est pas un pays qui est complètement ravagé par ne serait-ce Ouais, où tu prends le. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est je prends la médiane du pays sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Et globalement, tous ceux qui sont plus ou moins à la médiane ou en dessous de la médiane vont avoir la priorité. Ouais. Bien évidemment, à partir du moment où ça reste un pays investissable, quoi. Oui, On voilà. va pas aller. Je Toi, suis désolé, mais t'as l'Inde qui est assez compliqué, tu vois, pour aller investir. Enfin, je crois que t'as pas le droit de, je sais plus si à l'heure actuelle ils ont changé certaines règles, mais t'as pas le droit de détenir d'actions d'une entreprise indienne en direct. Il me semble que t'es obligé de en faire ça. Indonésie, c'est pareil. Indonésie, voilà, tu dois passer par des brokers locaux et tout ça. En Chine aussi, techniquement, à part si tu es coté à Hong Kong avec les trucs, mais si la boîte n'est pas cotée à Hong Kong, c'est pas dit que tu puisses acheter toutes les boîtes cotées en Chine. Tu en as certaines qui a certains paris purement chinois que tu peux pas acheter en tant qu'investisseur étranger sans s'ils n'ont pas fait l'effort de se coter à Hong Kong ou à Shenzhen ou Shanghai avec une cotation particulière, quoi. Ok, ouais. Ouais, bah, C'est c'est le problème donc de il y ce a genre des de pays. marché, mais une fois, moi j'ai bon espoir qu'un jour ces marchés-là soient du coup de plus en plus investissables, de plus en plus disponibles, et du coup après il y a un raz-de-marée derrière, tu vois, mais il est important de s'y intéresser avant ce raz-de-marée justement pour faire des profits en bourse. C'est ce que je disais en Chine l'année dernière. En 2024, quand j'avais commencé à investir en Chine, on était à un point en fait où tu prends tous les problèmes qu'il y a en Chine sur la bourse et tout, tu dis mais qu'est-ce que de pire puisse arriver, je veux dire. Tu as l'économie qui va pas bien, tu as le marché immobilier qui est complètement effondré, tu as les actions qui s'achètent avec des PER de 5. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de pire que l'action elle s'achète avec un PER de 0,5 ou d'un moment la boîte elle a 500 milliards en cash, tu veux faire, elle va pas non plus, tu vas pas la payer. Tu vas rien inventer. Ouais, donc il y a un moment, je suis d'accord que c'est risqué, tu vois, mais une fois que tu intègres tous les risques dans ta valorisation, dans ton analyse, il y a des moments où ça devient ridiculement pas cher. Et on s'en approche de plus en plus avec certaines boîtes chinoises aujourd'hui où on commence à devenir ridiculement pas cher et à la limite, peu importe ce qui se passe, même si l'économie chinoise rentre en récession, elle reste pas chère. C'est-à-dire que tu peux intégrer ce risque directement dans ta valo, quoi. Mais je te remercie d'être passé, Sébastien. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir ces échanges. Peut-être un petit format sur potentiellement en fonction de ce qu'ils disent dans les commentaires, hein, sur l'Amérique latine, sur je sais pas quel sujet. D'ailleurs, on pourrait demander, parce que je pense que peut être intéressant que vous nous partagez vos meilleures entreprises, vos meilleures trouvailles dans des pays non conventionnels. Donc on va catégoriser conventionnels. On va mettre France, Canada, États-Unis. On les appelle les pays conventionnels. Tout ce qui sort de ces pays-là. Alors ne sortez pas Ferrari s'il vous plaît ou Essilor Luxottica parce que c'est coté en Italie, mais je pense que vous avez compris l'idée, ou Clinica Baviera pour ceux qui sont en Espagne. Vous avez compris l'idée. Si vous avez des petites pépites comme ça, mettez-les en commentaire et peut-être qu'on pourra les regarder pour un épisode prochain, voir un petit peu si on a des trucs investissables dans tout ça. Carrément, avec grand plaisir. Merci encore pour ton invitation parce qu'à chaque fois c'est un plaisir. Merci d'être venu. Pensez à tous à liker, commenter, vous abonner en activant la petite cloche pour rien rater des épisodes. Vous connaissez la routine et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.